Oui, l'invité du jour, c'est Margot Deray, députée bruxelloise écolo. Bonjour Margot Deray. Bonjour. Alors la semaine dernière, vous avez interpellé le ministre de l'Emploi, Bernard Clairfailly, au Parlement bruxellois. Est-ce que vous trouvez qu'il ne milite pas assez pour l'égalité homme-femme au niveau de l'entreprise? Mais je trouve surtout que les constats qui nous viennent notamment d'études internationales sur les sujets de l'égalité sont alarmants. Donc je ne sais pas si vous avez eu connaissance du rapport du Forum de Davos qui annonce qu'il y a 136 ans avant d'atteindre l'égalité et qu'on a perdu en fait avec la crise du corona toute une génération en termes d'avancées pour l'égalité. Et donc je tenais à attirer l'attention du gouvernement sur la question. Et vous avez obtenu une réponse? Oui, mais donc ce qui a été rappelé, c'est évidemment le fait que les femmes sont en première ligne dans la crise, que ce soit au niveau des métiers du soin qui ont été très très présents sur le terrain depuis le début de la crise du Covid, puis aussi dans les métiers les plus touchés par la crise, comme les emplois dans les commerces, dans l'ORECA, et alors aussi à la maison. Et donc ce que j'ai avancé comme possibilité, c'était aussi le fait de profiter en fait de tout ce plan de relance et de tous ces moyens qui nous viennent notamment de l'Europe pour essayer justement de ne plus creuser les inégalités, mais d'en profiter pour améliorer la situation. Et alors une deuxième chose, et ça le ministre m'a rejoint sur cette nécessité, c'est d'orienter aussi les femmes vers tous les secteurs qui sont très prometteurs pour l'avenir. Et je pense par exemple au secteur numérique et de l'informatique, qui sont des vraies opportunités d'emploi et qui pourraient justement être une solution pour plus d'égalité dans le futur. Alors vous avez commencé votre carrière dans le numérique justement. Quel argument on pourrait utiliser pour une femme ou une jeune femme qui nous suit pour dire travailler dans le numérique ça vaut la peine? Qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Mais déjà qu'il y a beaucoup de femmes illustres qui ont travaillé dans leur carrière dans tout ce qui est informatique, etc. Et c'est vrai qu'elles ont été un petit peu oubliées de l'histoire, mais les premières codeuses étaient en partie des femmes, et donc ça c'est déjà un argument. Et puis le travail dans le secteur du numérique, il est très prometteur. Donc je le disais, on prévoit des milliers d'emplois créés dans notre pays pour les années qui viennent grâce à ça. Mais aussi c'est un métier où, en tout cas à titre personnel, je peux en témoigner, il y a beaucoup de facilité justement d'adaptation du travail. On peut travailler à distance à certains moments. Le télétravail est très facile dans le secteur numérique et ça, c'est de vraies opportunités aussi. Alors, on a inventé un nouveau protocole mardi, c'était à Ankara. Le président Erdogan recevait les deux numéros 1 européens, le président du Conseil, Charles Michel, et la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Et là où il devait y avoir 3 chaises, il n'y en avait que 2 pour ce jeu de chaises musicales perdu par la présidente de la Commission européenne. Alors pour vous, c'était du sexisme ou un incident diplomatique, ce qui s'est passé là-bas? Mais je crois que c'est un mélange des deux. La politique internationale, c'est beaucoup une histoire de symboles. Et là, je pense qu'il y en avait un sacré fort de symboles. Le fait que Charles Michel, qui représente du coup l'Union, mais qui représente aussi la Belgique, était un acte finalement politique qu'il a posé à son insu et sans trop le vouloir sans doute. Et je pense qu'il faut rappeler le contexte. On est à quelques jours où la Turquie est sortie de la Convention d'Istanbul. Donc la Convention d'Istanbul, c'est cette grande convention qui lutte contre les violences faites aux femmes. Et le fait que l'Europe ait voulu mettre la pression sur cette décision de la Turquie fait qu'aujourd'hui, l'attitude de Charles Michel entre un peu en contradiction avec cette volonté. Et je pense que nous devons veiller à ne pas être complices de l'humiliation d'une femme politique telle que celle-là dans des moments qui sont plutôt symboliques, comme je le disais. Oui, mais est-ce que c'est une femme qui a été humiliée ou est-ce que c'est l'Europe qui a été humiliée? Est-ce que c'est finalement une erreur sexiste de Charles Michel de ne pas avoir réagi ou une erreur vraiment préparée de la part d'Erdogan et de la Turquie de ne pas considérer l'Europe comme un autre partenaire peut-être? Ça, c'est vrai que c'est assez, enfin, c'est difficile de le dire, hein, vu d'Europe, enfin, vu d'ici, je trouve. Mais clairement, il y a un signal qu'on doit pouvoir aussi envoyer nous en tant qu'Europe. Et je pense notamment à tout ce qui est en lien avec les politiques migratoires, où on a aussi eu beaucoup de désaccords avec la Turquie. Et donc, je crois qu'on doit, à chaque fois que c'est possible, envoyer un message fort à l'égard de ce pays, en rappelant les droits, le respect fondamental des droits, qui soient des droits des femmes, mais aussi des droits humains plus généralement. Et vous trouvez que Charles Michel aurait dû réagir comment? Puisque lui, il entre dans la pièce, je resitue, il entre dans la pièce avec le président Erdogan, Ursula von der Leyen les suit, il y a aussi le ministre des Affaires étrangères qui est là, il y a 2 chaises, les 2 premiers s'asseyent aux 2 sièges, elle ne sait pas très bien où s'asseoir, elle fait... Elle se demande. Finalement, elle s'assied sur un divan et le ministre des Affaires étrangères s'assied sur le divan en face. Qu'est-ce que Charles Michel... Il aurait dû se lever et partir?
Je crois que si j'avais été à sa place, déjà, j'aurais été très intimidée parce que c'est des moments qui ne sont pas toujours très faciles, mais je me serais assise aux côtés de ma collègue sur le fauteuil, tout simplement. Ah oui, il aurait dû changer de place ou Ah, demander peut-être. peut-être un siège supplémentaire, par Oui, exemple. pour montrer un peu d'unité quelque part Voilà. aussi et de soutien. Et alors Ursula von der Leyen s'est rattrapée au moment de la conférence de presse après, en critiquant fortement la Turquie, justement pour la convention d'Istanbul que la Turquie a quittée, vous en avez parlé. Alors parlons justement de ces violences faites aux femmes. Je ne sais pas si vous avez vu, la zone Bruno, la zone nord de Bruxelles, a commencé à délivrer des procès-verbaux pour harcèlement de rue, suite à 2 missions. Ça, c'est une bonne nouvelle pour vous que la police prenne en compte ce genre de délit? Mais oui, et en fait, ce qui est assez innovant, je trouve, c'est qu'on parle d'une loi qui date de 2014, qui est donc une loi contre le sexisme dans l'espace public, qui visait à répondre en fait à un constat, c'est celui de l'étendue du problème du harcèlement de rue aujourd'hui. Donc, d'après les chiffres que j'ai, ce sont 98% des femmes qui ont déjà été harcelées dans la rue, donc c'est vraiment énorme en fait. Et donc ici, c'est une des briques qui permet de lutter contre ce phénomène. Et alors, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a aussi ici la notion de flagrant délit qui va justement éviter au fait, enfin, parce que donc c'est des personnes qui sont prises en flagrant délit de harcèlement, donc on va les interpeller directement dans la rue, et du coup on passe ce moment où en fait une femme qui serait victime devrait aller au commissariat, passer la porte, déposer une plainte, ce qui est en général un facteur qui décourage ce type de plainte, et donc le fait de mener l'action dans la rue est tout à fait positif. Et je voudrais à cet égard souligner le fait que cette zone de police fait souvent des choses assez innovantes en matière de droits des femmes. Pendant le premier confinement, si vous vous souvenez, ils avaient proactivement contacté des victimes de violences intrafamiliales pour demander aux personnes comment elles se sentaient, si le confinement se passait bien ou mal, et donc je trouve ça assez positif. Voilà, alors une gommette pour la zone Bruxelles-Nord. Est-ce que malgré tout, ce qui est assez bizarre avec ce délit-là, c'est pour faire la preuve, il faut le flagrant délit comme vous l'avez dit, et il faut une espèce de provocation de la part de la police, puisque c'est une policière qui doit se balader avec 2 policiers à ses côtés en civil pour pouvoir justement faire des PV. La provocation faite par la police pour provoquer un délit, c'est assez rare quand même dans notre droit. Mais alors, je reviens sur le thème de provocation. Pour moi, une femme qui se balade seule dans la rue, c'est pas forcément une provocation. Mais j'entends bien ici qu'il y a en effet le fait que ce soit pris en charge, en tout cas par une policière, c'est assez innovant. Mais c'est une manière aussi de sensibiliser, je pense. Et je pense que, allez, dans la façon dont ça va se généraliser, ça va être simplement lorsqu'un policier ou une policière est témoin, il va intervenir plus volontiers. Là, le fait d'avoir une femme qui fait partie de la police qui est en première ligne, c'est sans doute pour faciliter aussi le travail. Ouais, peut-être le terme provoquant était provocateur, justement, mais c'est pour déclencher le délit, finalement, pour qu'on puisse le constater et dresser le PV juste derrière. En matière de provocation, est-ce que l'attitude de la police est parfois un peu trop provocante quand on organise des booms dans des bois, comme au bois de la Cambre? Est-ce que vous trouvez que la police a été trop loin, notamment avec cette jeune femme qui s'est fait bousculer très durement par un cheval et son cavalier? Mais je crois qu'on est dans une situation, si je prends un tout petit peu de hauteur, une situation vraiment très très explosive pour le moment. On le voit, c'est le cas de la situation au Bois de la Cambre, mais il y a eu d'autres événements assez explosifs aussi ces derniers temps. Et je crois que la police fait ce qu'elle peut avec les moyens qu'elle a, c'est-à-dire qu'on est dans des situations où c'est toujours, on fait intervenir la police au dernier moment en fait. C'est-à-dire que c'est pas du tout une démarche de prévention, ou en tout cas c'est difficile de prévenir quand on est déjà au cœur d'une infraction, puisque toutes des personnes rassemblées comme ça, il faut rappeler que c'est quand même contraire aux règles sanitaires actuelles. Et donc forcément, on n'est pas dans des bonnes conditions pour faire un travail le plus serein possible. Et je tiens à déplorer quand même l'attitude des personnes qui ont été violentes envers la police, et inversement quand ça s'applique. Je crois que la violence n'est jamais une solution, sans vouloir avoir l'air bisounours en disant cela, mais dans aucun cas ça ne fait avancer positivement ce type de problème de société. Vous faites partie de la jeune génération des députés. Est-ce que vous trouvez que des gens de votre âge doivent se rassembler au-delà de 4 personnes dans des bois ou dans des parcs? Bah écoutez, moi je ne le fais pas par mesure d'exemplarité déjà. Et pas de dîner secret avec des ministres non plus, comme en France, non?
Non, 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 je m'en tiens à ma bulle de 1. Mais de fait, en fait, c'est quelque chose sur lequel on essaie d'attirer l'attention depuis longtemps avec Écolo, c'est le fait que la situation des jeunes est vraiment compliquée. Moi, forcément, vu l'âge que j'ai, je suis entourée de jeunes qui commencent vraiment à souffrir très fortement de dommages psychologiques. Je crois que s'il y a un message que je peux faire passer, et je sais que c'est compliqué pour certains et certaines qui nous écoutent, mais c'est vraiment d'essayer de tenir bon parce que à chaque fois qu'on enfreint des règles, finalement, c'est des risques qu'on prend qui sont sanitaires et qui ont aujourd'hui encore des conséquences. J'ai récemment une amie qui a perdu sa grand-mère à nouveau pour les mêmes raisons que j'ai perdu la mienne il y a quelques mois. Donc, je veux dire, on n'est pas sorti en fait de tout cela. Et donc, c'est vraiment une question de tenir bon un maximum. Et je pense qu'à refaire, bien sûr que sans doute vis-à-vis de la jeunesse, on aurait fait différemment. On aurait davantage consulté, on aurait davantage fait adhérer les jeunes aux mesures. On les aurait peut-être aussi embarqués dans les politiques de communication sur la crise Covid, parce que c'est vrai qu'on a souvent fait des campagnes de com sans consulter les concernés. Et je crois que, voilà, à refaire, on referait sans doute les choses différemment, mais que là, en l'état des choses, il faut juste tenir bon. Vous pourrez revenir sur les réseaux sociaux pour militer pour les mesures sanitaires ? Oui, d'office, je crois que c'est des bons outils pour toucher les jeunes, en effet, et pour expliquer pourquoi, en fait, on fait tout ça. Et ça permet sans doute à ceux qui ont déjà fait beaucoup d'efforts, parce que je n'aime pas trop quand on oppose en fait, les générations et qu'on donne l'impression que tous les jeunes ont en fait enfreint les règles pendant des mois et qu'en fait, voilà, ils sont responsables de tous les décès, des choses comme ça. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont respecté les choses et qui, aujourd'hui, ont beaucoup de difficultés, justement, à cause de cet isolement qui se sont infligés.